Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être présent aujourd'hui du coup pour le Great Place to Work in Tech, donc ce fameux webinaire sur justement la rétention des talents dans le secteur de la tech. Donc effectivement, comment attirer et fidéliser les talents dans un secteur qui est en tension. On a la chance d'avoir aujourd'hui Clément et Clara pour notre webinaire d'aujourd'hui. On va commencer justement par faire un tour de table. Dans un premier temps, peut-être Clara, je te laisse te présenter. Merci beaucoup. Donc moi, c'est Clara, je suis Talent Lead chez Kraken. Nous sommes un éditeur de logiciels dans l'énergie. On travaille pour changer l'industrie de l'énergie pour un avenir plus vert. Et moi, je suis Talent Lead, donc je gère une équipe de recrutement au niveau européen. Et du coup, pour enchaîner, moi je travaille chez France Digital, donc c'est une association, c'est la plus grosse association européenne de start-up et d'investisseurs, on représente un peu plus de 2000 membres, et l'idée c'est de les représenter auprès des décideurs publics français, européens, de les accompagner en fait tout au long de leur vie, de leur développement, d'accompagner toutes les start-up en croissance. Et moi, mon rôle, là, c'est marqué Lead Scale-up Manager et Community Ops, un titre extrêmement pompeux pour dire que, en gros, je suis aux côtés des COMEX de Scale-up, et mon rôle, c'est de les accompagner sur tous les enjeux d'organisation, de recrutement, de business, d'affaires publiques, et d'être aux côtés du coup des DRH en partie. Donc, je suis ravi de pouvoir vous partager aujourd'hui ce que j'observe de l'écosystème. Merci beaucoup. Donc de mon côté, je me présente, hein, Raphaël Loyer. Donc je suis responsable du small market chez Great Place to Work France. Donc j'accompagne avec mon équipe toutes les entreprises de moins de 250 salariés sur le territoire français, principalement des startups, des TPE, des PME, parfois aussi des entreprises qui sont implantées à l'international et qui donc ont moins de 250 collaborateurs sur le sol français. Donc effectivement, on va pouvoir justement vous partager aujourd'hui différentes données, des données clés, notamment liées justement à la fameuse liste des Great Place to Work in Tech 2025, qui a été publiée la semaine dernière sur nos réseaux. Voici justement la fameuse liste, hein, avec les 50 organisations qui composent donc notre fameuse liste des Great Place to Work in Tech 2025. Comment donc on a consolider cette liste? Tout simplement, on a deux tailles d'entreprise, donc 25 organisations de la taille des moins de 250 collaborateurs et 25 organisations de plus de 250 collaborateurs. On a justement la chance d'avoir Clara aujourd'hui qui représente Kraken, hein, qui fait partie de cette liste. Hein. Donc effectivement, comme je vous le disais, on a publié sur cette liste sur nos réseaux sociaux. On a également publié une plaquette avec notamment des bonnes pratiques qui sont partagées de ces différents lauréats. Aujourd'hui, le but, effectivement, c'est de faire un condensé de toutes les données qu'on a pu justement récupérer suite justement à la consolidation de ce benchmark. Donc, on va comparer les résultats des Great Place to Work in Tech, donc de ces 50 entreprises. On a fait une moyenne, en fait, tout simplement. Moyenne à l'enquête Trust Index. Donc, qu'est-ce que c'est l'enquête Trust Index? C'est un questionnaire qui est administré, donc un diagnostic qui est administré par Great Place to Work France chaque année auprès des organisations participantes. Le but de ce questionnaire, tout simplement, c'est d'évaluer la culture de confiance qui existe au sein des organisations. Donc, c'est un baromètre social. Hein. Il est composé d'une 60aine de questions. Ce questionnaire est appelé le Trust Index, donc indice de confiance. Donc, c'est vraiment la mesure de l'expérience collaborateur. Donc, on a une moyenne de ces 60 questions fermées. Et on a également pu justement comparer les résultats des Great Place to Work in Tech avec donc d'autres listes, d'autres benchmarks. Alors, vous voyez ici la méthodologie. On a 4 benchmarks à disposition aujourd'hui. Le premier benchmark, c'est le benchmark des salariés français. Donc, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, chaque année, chez Great Place to Work, on interroge un panel représentatif de la population française. Donc, c'est un échantillon, on va dire, du marché français. Donc, c'est plus de 4000 répondants chaque année. Et le but, justement, c'est aussi de leur poser, en plus des 60 questions du modèle, de la méthodologie Great Place to Work, c'est de leur poser des questions liées aux enjeux 2025, notamment RH. On a pu justement leur poser des questions liées à la santé mentale, à l'arrivée, par exemple, aussi de l'intelligence artificielle au sein des organisations. Hein. C'est un enjeu clé et ça va être de plus en plus le cas ces prochaines années.
Et on a bien sûr isolé donc les salariés français InTech, donc toutes les personnes qui ont répondu donc à cette enquête, hein, à ce panel, et qui donc se sont déclarés comme étant dans le secteur de la technologie de l'information. À droite, on a 2 autres listes, donc les Great Place to Work InTech que je vous ai présentés, donc les 50 meilleures entreprises du secteur de la tech qui ont fait l'exercice Great Place to Work cette année, et on les a comparés aussi au Great Place to Work, donc c'est le palmarès que l'on dévoile une fois par an, c'était au mois de mars cette année, et ce sont les 100 meilleures entreprises qui ont obtenu la meilleure note, la meilleure moyenne au Trust Index. Donc, on parle de taux de réponse positif à chaque fois. Donc le but, c'est effectivement de regarder le marché français avec la tendance liée au secteur de la tech, de les comparer par rapport à ces entreprises participantes, hein, et justement les meilleures, donc le Great Place to Work et le Great Place to Work InTech. On va directement pouvoir rentrer dans le vif du sujet, justement. Donc, en regardant donc avec Clara et Clément les résultats, hein, on s'est rendu compte que, en fait, il fait bon travail dans la tech, hein, déjà. C'est un premier point. On va le voir par la suite pourquoi, hein, et sur quels indicateurs notamment. Mais effectivement, c'est un secteur, en tout cas, qui, en matière d'expérience collaborateur, vraiment met en place beaucoup de choses, beaucoup de bonnes pratiques, et ça se retranscrit notamment sur cette prochaine slide. On a posé justement la question aux collaborateurs, est-ce qu'ils estiment que leur entreprise met en place de réelles actions pour améliorer la qualité de vie au travail de tous les collaborateurs? Et ben, les salariés de la tech, il y en a 1 sur 2 qui ont répondu par la positive à cette question. Donc c'est effectivement 12 points de plus que le marché français, hein, que la moyenne nationale. Donc effectivement, ça atteste qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place dans ce secteur de la tech, et qu'effectivement, notamment les RH, hein, s'emparent de ce sujet. Et que c'est un sujet qui est très important, alors notamment en matière d'engagement des collaborateurs, de fidélisation, hein, et d'attraction aussi de nouveaux talents. Ça va se retranscrire sans surprise avec la moyenne à l'enquête, hein, Great Place to Work, donc le fameux Trust Index, hein. On le voit ici, hein, les salariés de la tech ont en moyenne 64% de réponses positives à l'ensemble du questionnaire. Donc, c'est plus de 10 points de plus que la tendance nationale. Et les Great Place to Work InTech sont à 87%, en moyenne à l'enquête, positif. Et donc, c'est 1 point de plus que les Great Place to Work France, donc les 100 lauréats français, tous secteurs d'activité confondus. Donc après, la question, c'est sur quels critères, justement, ces entreprises, hein, donc les lauréats de la tech et les salariés de la tech, quels critères, justement, quelles thématiques sont mises en avant par rapport à la tendance nationale et à ces lauréats, tous secteurs d'activité confondus? Un premier point, tout simplement, c'est ces notions de management. On a une dimension liée à la crédibilité du management chez Great Place to Work, hein. Parmi 5 grandes dimensions, on a la dimension de crédibilité. Et ben, les salariés de la tech et les lauréats de la tech, ils soulignent le fait qu'ils ont un management crédible. Donc, c'est-à-dire que le management est jugé comme compétent, comme intègre, et aussi comme avec une communication qui est claire, transparente, et avec une cohérence entre les discours et les actions. On le voit ici, hein, on a isolé une des questions de cette dimension de crédibilité. Il y a cohérence entre les discours et les actions du management. Et on voit que les salariés de la tech ont répondu positivement à 69% sur cette question. Donc, c'est bien au-dessus de la moyenne nationale, hein, et les Great Place to Work InTech à 84%. Donc, peut-être, dans un premier temps, pour commencer, hein, Clara, toi qui, justement, a fait l'exercice Great Place to Work et qui fait partie de cette liste, quelle est, selon toi, du coup, l'importance, justement, de se reposer sur un management crédible? Est-ce que tu as des bonnes pratiques, peut-être, à nous partager vis-à-vis de Kraken? Merci beaucoup. Effectivement, en réfléchissant à cette question, je me suis demandé quelles sont les bonnes pratiques ou les choses qu'on a mis en place chez Kraken pour avoir un management qui est jugé crédible, en tout cas par nos employés. Et l'une des premières choses qui m'est venue à l'esprit, c'est que c'est peut-être pas tellement une question de avoir des règles très strictes ou très claires, mais plutôt une question de cohérence, comme tu disais, entre les valeurs que l'on affiche et les bonnes pratiques au quotidien. Comment est-ce que ces valeurs-là se retranscrivent au quotidien? Et à ce niveau-là, je pense qu'il y a 2 valeurs fondamentales chez Kraken, telles que je vois les choses. D'une part, la transparence, c'est quelque chose de très important chez nous. Et la transparence, ça
c'est retranscrit par des réunions, des communications régulières entre les différentes équipes, mais aussi entre le leadership et toutes les équipes. Et notamment, on a quelques rituels qui sont très appréciés par les salariés. Donc, par exemple, on a Family Dinner, qui est une réunion informelle qui a lieu tous les vendredis en fin de journée, où on partage autour d'un verre, d'une manière un peu informelle, les nouvelles de la semaine, les réussites, mais aussi les difficultés que nous avons rencontrées. Donc, ça permet à tout le monde d'être au courant de ce qu'ils font d'autres équipes et de participer de la mission globale de la société. Et puis nous avons d'autres rituels comme par exemple des réunions un peu plus stratégiques où le CEO ou le CTO partage la vision et certains choix qu'ils ont faits dans la stratégie de la société, ou encore des AMA, donc Ask Me Anything, où voilà, le CEO, le CTO ou d'autres leaders vont se rendre disponibles pour que n'importe qui dans la société puisse poser des questions. Donc voilà, des rituels qui contribuent à la transparence dans la communication et à avoir un sentiment d'alignement avec la direction de la société et qui jouent, je pense, sur la crédibilité. Et complètement, effectivement. Et par rapport justement à AMA, effectivement, donc si je comprends bien, le système, c'est que les salariés, donc en fait, peuvent à tout moment, alors c'est effectivement une fois par mois, une fois par trimestre, comment ça se passe en termes de fréquence justement? Alors la fréquence, elle peut varier un peu d'un moment à l'autre. Il me semble que c'était toutes les 2 semaines à certains moments ou tous les mois à d'autres moments. Ça dépend un peu des priorités qu'il peut y avoir. Mais il ne s'agit pas tellement pour moi d'avoir une fréquence qui est fixe, mais plutôt de garantir que de manière régulière, nous avons un espace d'échange où on peut poser des questions et obtenir des réponses. Et je pense que c'est ça qui joue le plus. D'accord, merci Clara. Justement, par rapport à cette notion de crédibilité, donc c'est une notion qui est clé pour les salariés de la tech, pour les lauréats de la tech aussi, du coup. Et on va le voir par la suite sur cette prochaine slide. Il y a aussi un élément qui est assez important, c'est justement cet élément de reconnaissance. En fait, on s'est rendu compte que les dimensions d'équité et de respect en entreprise étaient aussi mises en avant dans le secteur de la tech. Donc, par rapport aux questions liées au partage de la valeur, des avantages spécifiques, du mérite, par exemple. Là, on le voit avec la question, le mérite de chacun est reconnu au sein de l'entreprise. En fait, ces salariés de la tech, ils sont aussi en avance, en tout cas au-dessus de la moyenne nationale. Toi, Clément, justement, dans ton écosystème, est-ce que tu perçois qu'il y a vraiment une réelle prise d'initiative vis-à-vis justement de ces sujets de reconnaissance? Est-ce que tu auras des petites pratiques à nous partager justement à date? Ouais, alors, comme tu dis, en fait, pourquoi c'est un truc qui ressort beaucoup dans la partie tech, c'est comme tu l'as dit en intro, c'est un secteur qui est extrêmement en tension et un bon moyen de faire de la rétention, c'est ça, c'est de valoriser et de la reconnaissance au travail. On sait très bien que c'est un marqueur social hyper important et donc c'est un élément qui fait que tu te sens bien dans l'entreprise et que tu restes. Après, au niveau des pratiques, il y a plusieurs niveaux et il y a un peu un piège, je trouve, dans ce côté reconnaissance. Tu as le premier niveau un peu facile, qui est utile, mais qui passe à travers les outils comme Slack. C'est un peu le bravo Slack de type pour les commerciaux, c'est ah bah tiens, on vient de closer tant de chiffres d'affaires. Ouais, bravo, super, 15 emojis, etc. Donc tout le monde se met en avant. Socialement, je pense que c'est quand même important, c'est de montrer pour l'entreprise qu'on apporte de la valeur, mais c'est trop faible pour dire que ce soit un élément important. Ce qu'on voit dans les entreprises sérieuses qui mettent en place des choses sur justement la reconnaissance, c'est plutôt la reconnaissance des compétences et donc d'être capable de reconnaître la qualité du travail de quelqu'un et par quoi ça passe, pardon. On le voit par exemple dans les entreprises, j'en discutais encore ce matin avec l'équipe de chez Conto, qui est une belle scale-up de l'écosystème français, qui ont construit un parcours carrière, un carrière pass, où ils ont mappé une quantité folle de compétences par poste. Donc, ils sont capables de dire à tel poste, voici les compétences associées. Et si tu veux demain aller à l'étape d'après, voici les compétences qu'il te faut. Et donc, du coup, à partir du moment où tu évolues d'un poste à un autre, c'est qu'on a jugé que au-delà des compétences, tu les cochais.
c'est pas jugé de manière subjective, c'est jugé de manière objective par des chiffres en disant cette compétence est validée si tu es capable de faire ça. Et donc, à partir d'un moment, on évalue, tu es capable de faire, je sais pas, pour un commercial, le temps de rendez-vous, tu as fait tant de chiffre d'affaires, tu es capable de closer en tant de temps, etc. Donc, tu es en mesure aujourd'hui de passer sur le poste d'après. Et là, je pense que c'est un système de reconnaissance très objectif basé sur les compétences et c'est ce qui fonctionne bien aujourd'hui. Alors, par contre, c'est clair que c'est un chantier, par contre, énorme. C'est un gros travail, mais qu'il faut faire assez tôt, à mon avis, et qui devient très compliqué quand on est une entreprise de plusieurs centaines de collaborateurs et donc avec des dizaines, presque des centaines de métiers différents. Ça demande un travail assez monumental. Et après, tu parlais aussi de partage de la valeur. Il y a le système aujourd'hui dans l'écosystème qui permet de reconnaître le travail des premiers salariés, par exemple, du startup. Je ne sais pas comment c'est chez Kraken, mais c'est le système de BSPCE sur le marché français qui, on va dire, la volonté de ça, c'est de pouvoir faire de la rétention sur les premiers collaborateurs et même les autres qui arrivent un peu plus tard, d'avoir des parts de l'entreprise, un pourcentage des parts de l'entreprise et au bout d'un certain temps d'exercice, pouvoir racheter les parts de cette entreprise et donc potentiellement encaisser une plus-value dessus. Mais l'idée, c'est d'avoir un vrai sentiment d'appartenance et de reconnaissance de ton travail qui du coup se corrèle avec potentiellement de l'argent à la clé. Après, on le voit aujourd'hui, ce système est perfectible, mais il existe. Effectivement, et c'est un point clé, hein. Tu parlais tout à l'heure de l'accès aux promotions, hein. C'est aussi quelque chose qui a été souligné dans l'enquête. Il y a une question qui est liée justement à est-ce que les promotions sont attribuées à ceux qui le méritent le plus? Et effectivement, c'est aussi une question qui est en tout cas qui est mise en avant et qui est plus positive que vis-à-vis des salariés français. Donc effectivement, c'est un bon point. Justement, pour passer sur la suite de la partie salariés de la tech et Great Place to Work in Tech. On a vu donc sur chacune des questions du modèle d'ailleurs, hein, pour information, hein, les 60 questions, les salariés de la tech, c'était assez surprenant parce qu'ils étaient à chaque fois au-dessus des salariés français, sur les 60 questions. Alors, c'est pas forcément le cas pour les Great Place to Work in Tech, hein, en comparatif avec les 100 lauréats français. On va le voir par la suite. Il y a des questions liées à la fierté, par exemple, qui sont un peu en retrait par rapport à ces Great Place to Work in Tech. Ceci étant dit, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais ça reste un secteur du coup qui est en tension et justement où les talents, on va dire, il y a une guerre des talents en fait. Hein. Et donc effectivement, il faut vraiment œuvrer en matière d'expérience collaborateur pour justement fidéliser ces talents et en attirer des nouveaux. Et par rapport à cette donnée, on a une donnée à vous partager qui me semblait très intéressante, c'est que un tiers quasiment des collaborateurs, en tout cas des salariés de la tech, déclarent qu'ils souhaiteraient quitter l'entreprise dans les 6 prochains mois. Alors moi, pour le coup, c'est une des données qui m'a le plus surpris quand on a fait cette étude-là. Donc, pour les salariés français, c'est un quart des collaborateurs. Donc, ça représente une grande majorité quand même, enfin une grande majorité, une grande partie en tout cas, une forte population. Ça atteste effectivement de ce secteur qui est tendu. On a justement, après, demandé à ces salariés de la tech qui souhaitaient quitter l'entreprise dans les 6 prochains mois, quels étaient justement les facteurs. Quels étaient les critères qui amèneraient donc ces salariés à quitter leur emploi dans les 6 prochains mois. À 42%, ils ont répondu le manque de responsabilité. Ensuite, on avait en deuxième position la rémunération à 37% et le manque d'autonomie à 31%. Quand on regarde en bas à gauche, hein, on a mis aussi en exergue les résultats des salariés français, on voit que la rémunération est aussi mise en avant, mais après on parle de sens au travail et de qualité managériale. Est-ce que toi, Clément, justement, quand tu vois les différences entre les salariés français et les salariés de la tech, est-ce que déjà ça te surprend de voir le manque de responsabilité en premier? Est-ce que justement tu as peut-être des bonnes pratiques à nous partager sur le fait de justement responsabiliser les collaborateurs? Alors, pour ta première question, surtout, est-ce que ça me surprend moyennement? Alors, je suis peut-être biaisé, la tech au sens large, je suis peut-être biaisé par mon écosystème des startups que je vois au quotidien, mais c'est un écosystème qui est de manière inhérente et dans le risque. Une startup grandit en prenant des risques et l'objectif, c'est d'être le plus rapide possible, d'aller le plus vite possible pour être le plus gros et de manger le marché. Globalement, c'est un peu l'idée. Et donc, du coup, tu cherches
à t'entourer de personnes qui ont ce mindset-là, et les personnes qui rejoignent cet écosystème et qui s'y plaisent recherchent ce côté, être capable de prendre du leadership, être capable de prendre des responsabilités, de prendre des initiatives. Alors, je ne sais pas si responsabilité, on l'entend au sens prise d'initiative ou si c'est au sens au sens manque de responsabilité de monter dans le management, mais d'un point de vue initiative, en tout cas, moi, ce que je perçois, c'est que ça me choque pas de voir ça dans le sens où c'est un écosystème où la culture du risque est très forte, et donc les gens qui évoluent dans cet écosystème-là sont en recherche de ça, et donc de pouvoir prendre des initiatives, de pouvoir avoir un impact fort à travers leurs actions. Donc je le vois régulièrement. Après, dans les recommandations, j'ai pas de recommandations spécifiques. Il y a juste un point que j'aimerais quand même mettre en exergue, c'est il y a quelques années, on était parti sur une idée des entreprises libérées. Entreprises libérées avec des organisations de tout nom, type Opal ou autre, dont l'objectif c'est de dire chacun est responsable d'un environnement, d'un écosystème, fixe ses propres objectifs, et globalement il y a très peu de hiérarchie, chacun est responsable de son travail. Premièrement, retour d'expérience, maintenant ça fait une dizaine d'années que ça existe. C'est d'une première part très 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 difficile à mettre en place. Ça existe quand ça fonctionne, c'est performant, mais c'est extrêmement difficile à mettre en place. Le deuxième point, c'est que j'ai vu aucun exemple de boîte de plus de 40-50 personnes réussir à le tenir en grossissant. Cette organisation explose en vol et plus personne ne sait de quoi il est responsable, et ça devient très compliqué. Et troisièmement, j'en parlais encore ce matin avec une autre DRH qui me disait, on a fait une enquête en interne en demandant aux collaborateurs est-ce que ça les intéresserait de mettre en place cette organisation Opal versus une organisation classique avec la hiérarchie, manager, etc. Et la plupart des collaborateurs ont dit on préfère une organisation classique, claire. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça passe pas forcément par revoir l'organisation, mais c'est plutôt justement une question de confiance. Donc peut-être que du coup Clara aura des choses à partager sur les valeurs. Je pense qu'il y a un lien avec les valeurs qui a derrière tout ça, mais je pense que ça passe plus par la culture de l'entreprise plus que par l'organisation pure et dure, quoi. Justement, Clara, toi là-dessus, effectivement, qu'on avait échangé ensemble, tu me parlais, il me semble, du droit à l'erreur, qui était vraiment très important en tout cas, et au centre de votre, on va dire, modèle managérial. C'est le cas, hein, j'imagine. Oui, c'est bien ça. En fait, c'est ce que j'allais dire. Nous, on a les valeurs autonomie et responsabilité. C'est quelque chose qu'on défend assez fortement. Et je trouve que ça doit être associé avec un environnement de bienveillance ou pour utiliser un peu un anglicisme, un no blame, safe environment, qui est particulièrement important, je trouve, dans des environnements innovants, parce que pour innover, il faut prendre des risques. Et quand on encourage nos salariés, nos collaborateurs à prendre l'initiative et à prendre des responsabilités, ça veut dire aussi prendre une certaine part de risque. Et du coup, ça, c'est possible ou c'est mieux si on peut le faire dans un environnement bienveillant où quand il y a une erreur, on va juste se concentrer sur le fait de résoudre le problème. No blame, on va juste aller de l'avant, apprendre quelque chose et avancer parce qu'in fine, il s'agit de ça, d'apprendre et d'avancer ensemble. Et je trouve du coup que les deux doivent aller ensemble. Autonomie, responsabilité dans un environnement bienveillant qui est focalisé sur le fait d'avancer, résoudre des problèmes et encourager les gens à continuer à prendre l'initiative. Voilà, je pense que ça fait partie des valeurs qui sont très fortes chez Kraken et qui sont très appréciées par les collaborateurs. Effectivement, je pense que ça rejoint un peu les slides précédentes sur ces notions de credibility management et aussi du coup d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il faut que le management soit à l'écoute des idées et des suggestions des collaborateurs. Il faut effectivement qu'il y ait un droit à l'erreur pour que les collaborateurs se sentent en mesure d'exprimer et d'innover, on va dire. Donc effectivement, ces notions de responsabilité, c'est très important dans cette tech. L'autonomie également. Il y a un autre élément qui, je pense, peut aussi être un critère de distinction, de différenciation, justement, vis-à-vis de cette guerre des talents, c'est justement le fait d'avoir une certification, une accréditation qui atteste d'un climat de confiance au sein des organisations, d'une expérience collaborateur, on va dire, positive.
Là, on le voit, on a posé la question sur, du coup, aux salariés français et aux salariés de la tech, hein, et donc 89% des salariés de la tech affirment qu'à poste équivalent, hein, ils préféreront une entreprise qui est certifiée Great Place to Work. Donc Clara, au-delà de la partie Great Place to Work, hein, est-ce que toi, justement, tu penses qu'à date, hein, compte tenu du marché actuel, est-ce que selon toi, c'est vraiment primordial d'avoir désormais une certification, une labellisation qui atteste justement d'un bon niveau de travail, ou en tout cas d'une expérience collaborateur positive? Absolument. En tout cas, pour nous, ça a été très important. On le mentionne dans les offres d'emploi, c'est sur notre site internet et on a des candidats qui, quand ils viennent en entretien et qu'on leur demande quelles sont les raisons pour lesquelles ils sont envoyés une candidature, ils mentionnent la certification Great Place to Work comme quelque chose qui les a motivés, rassurés ou encouragés à postuler. Et je pense que effectivement, c'est un outil de communication en externe parce que nous, notre culture, elle n'est pas connue par les personnes qui ne sont pas à l'intérieur de la société. Donc, c'est un outil de communication externe assez puissant. En particulier pour nous chez Kraken, nos clients sont B2B, donc le fait c'est pas une marque qui est connue du grand public, donc pour nous toute stratégie de communication marque employeur qui nous permet de certifier ou d'attester que les salariés sont satisfaits chez nous, c'est très utile. Et je trouve aussi qu'il y a c'est peut-être un peu moins évident, mais il y a aussi un impact en interne parce qu'en fait, cette enquête, elle est construite par les employés eux-mêmes. Mmh. Donc, c'est eux qui répondent. C'est anonyme, c'est totalement volontaire. C'est eux qui disent s'ils sont satisfaits ou pas et qui répondent à des questions assez spécifiques sur différents paramètres. Et donc, du coup, je trouve que c'est une façon de leur donner une voix aussi. Et on peut percevoir des informations utiles aussi en interne sur quel est le niveau de satisfaction. Si le niveau est un peu différent, peut-être sur différents paramètres, ça peut être des outils assez puissants en interne pour faire des ajustements ou pour en tout cas pour connaître l'état des satisfactions de nos employés d'une manière anonyme à travers un partenariat externe et pouvoir toujours nous améliorer. Complètement, effectivement. Donc, ouais, effectivement, je pense que c'est important de se valoriser en externe, développer sa marque employeur, justement pour pouvoir se démarquer par rapport au marché. On a vu effectivement qu'il fallait aussi responsabiliser les collaborateurs, les rendre autonomes, ce droit à l'erreur. Et après, justement, nous, ce qui nous intéressait, c'était justement de voir dans quel cadre ces salariés évoluaient. Et c'est justement l'objet de la prochaine thématique. On s'est rendu compte que, du coup, le secteur de la tech, c'est une culture du travail qui est vraiment axée sur l'innovation et la flexibilité. On a déjà parlé un peu de cette partie innovation, hein, avec le droit à l'erreur, mais il y a aussi la flexibilité qui est vraiment mise en avant au travers des résultats qu'on a traités. Sur ces premiers résultats, on a tout simplement voulu regarder les changements que les salariés de la tech ont vécu cette année. Donc, on leur a questionné justement sur les changements qu'ils ont pu voir cette année apparaître au sein de leur structure. Il y a quasiment la moitié, donc 44% des salariés de la tech, hein, qui ont vécu un changement lié à des évolutions d'outils digitaux, dont l'intelligence artificielle, hein, sans aucune surprise. On a après, dans un second temps, la transformation des espaces de travail à 34%, et à 33%, tout ce qui est sujet aux transformations organisationnelles. Toi, Clément, effectivement, encore une fois, avec les organisations avec lesquelles tu collabores, quel est le climat actuel justement vis-à-vis de cette émergence? Alors, c'est pas vraiment l'émergence, parce que c'est déjà le cas depuis quelques années, mais justement sur l'IA, l'intelligence artificielle. Est-ce que justement c'est pas compliqué de faire adhérer en fait l'IA auprès des collaborateurs? Est-ce qu'il n'y a pas une crainte des collaborateurs vis-à-vis de l'IA justement? Alors, ce qu'on a observé, déjà, tu as deux réponses qui reviennent souvent, c'est les super optimistes qui disent, super optimistes, super ambassadeurs de l'IA qui disent que ça va remplacer tous les collaborateurs, et tu as l'autre côté ceux qui disent que c'est complètement inutile et que dans quelques années on n'en parlera plus. Évidemment, l'un comme l'autre est faux, la vérité se trouve forcément entre les deux. Ce qu'on voit aujourd'hui, les plus grosses scale-up, les plus grosses boîtes qu'on a chez France Digital, donc des boîtes comme, je recite Conto, mais ça peut être d'autres comme Payfit, Doctolib et d'autres comme Penny Lane par exemple, eux s'en sont saisis extrêmement rapidement. C'est-à-dire que ils ont déjà intégré dans
l'ensemble des équipes l'IA et ils croient fondamentalement que ça va améliorer leur productivité et apparemment les résultats après maintenant 1 an et demi, 2 ans de mise en place sont hyper positifs là-dessus. Je viendrai après un peu plus dans le détail sur des exemples concrets, mais ces boîtes-là le prennent en main. Et il y a une grosse culture, c'est-à-dire que ça vient des fondateurs. Si je prends l'exemple de Alan, par exemple, Alan, c'est les fondateurs qui sont absolument convaincus que l'IA doit être au cœur et du produit et de la productivité. Et du coup, ça influe vraiment sur toute l'entreprise. Et après, on voit un autre schéma qui émerge un peu, que je vois de plus en plus, et peut-être que ça vous parle aussi, mais moi, ce que je vois, c'est des entreprises qui ont du mal à identifier quand un collaborateur fait un travail lui-même ou le fait via une intelligence artificielle. Et en quoi c'est un problème? A priori, il n'y en a pas. Le seul problème, c'est que les gens se cachent aujourd'hui de l'usage de l'IA. C'est-à-dire que c'est honteux de dire « Ah, j'ai fait mon travail grâce à l'intelligence artificielle ». Or, en l'occurrence, ce n'est pas forcément un problème, sauf il y a des questions de données. Et c'est là où c'est intéressant de pouvoir justement lever la main et dire « Moi, j'utilise l'IA. Ok, ben on va construire un cadre autour, un cadre légal qui nous permet de sécuriser la donnée. Mais en soi, il n'y a pas de honte à se dire « Je suis plus productif quand j'utilise l'IA, en fait ». Donc, il y a la phrase bateau, mais qui est pourtant pas totalement fausse, qui est de dire tu vas être surtout remplacé pas par l'IA, mais celui qui l'utilise. Et donc, il n'y a pas de honte à l'utiliser. Au contraire, aujourd'hui, une entreprise, elle va être ravie de voir que tu utilises l'IA et que du coup, tu es plus productif que quelqu'un qui est moins productif et qui dit c'est moi qui l'ai fait moi-même. Ça, c'est pas important pour l'entreprise. Ce qui compte, c'est la productivité. Et donc, il y a un gros sujet encore là-dessus de sensibiliser sur le fait que l'utilisation de l'IA n'est pas une honte, mais au contraire, doit être valorisée. Et donc, le gros challenge pour les entreprises aujourd'hui, c'est d'être capable de voir où est-ce qu'elle est utilisée aujourd'hui dans les entreprises, quels outils ils utilisent et comment on centralise tout finalement pour avoir un système d'information comme sur tous les autres outils au final, un système d'information IA qui permet d'être fluide, qui permet de garantir la qualité de la donnée et qui permet d'être optimisé entre chaque équipe. Donc, il y a ce gros travail à faire. Je pense qu'il y a très très peu de purs réfractaires dans l'écosystème tech dans lequel j'évolue, puisque pour presque 50%, ils ont mis de l'IA dans leurs produits et ils croient fondamentalement que s'ils ne le font pas, l'entreprise va être remplacée. Donc, on n'a pas trop ce souci-là. C'est plus vraiment d'orchestration, en fait, qui est un gros sujet. Et après, dans les mises en place, ce qu'on voit, il y a toujours la martingale qui fonctionne toujours, c'est d'avoir des ambassadeurs par équipe. Si je prends un exemple récent, sans citer de nom, peu importe, il y a une boîte, leur équipe RH, ils sont très très en avance sur le volet IA et ils ont une personne qui s'occupe, qui est référent pour le pôle RH de mettre en place des bons process IA. Et donc là, aujourd'hui, on voit deux niveaux d'intégration, enfin 3 niveaux même d'intégration de l'IA. Tu as le premier niveau qui est ceux qui promptent chacun dans leur coin pour rédiger des mails, pour créer leur post LinkedIn ou ce genre de choses. Le niveau 2, c'est ce qu'on a vu là récemment en échangeant avec Stripe, qui est un gros acteur, mais eux, ce qu'ils ont fait, c'est une bibliothèque auquel tu as accès de prompts qui fonctionnent, qui ont été testés par les gens, et donc ensuite, tu peux, toi, en proposer, dire que tu l'as utilisé, que ça fonctionne, etc., pour toutes les équipes. Donc, ça permet déjà... Là, ça commence à être une orchestration de l'intelligence artificielle où tu commences à optimiser l'utilisation de l'IA dans les équipes. Et donc, l'idée, c'est que dans chaque équipe, produit commercial, RH, etc., il y a des prompts tout faits qui te permettent d'aller piocher dedans et qui fonctionnent bien. Donc, ça permet d'engager les ambassadeurs et de les valoriser. Et en même temps, ça permet aux novices qui font leur prompt dans leur coin. Et étant novices, ils font quelque chose qui n'est pas terrible et donc le résultat n'est pas terrible et qui se disent, bah là, en fait, ça ne sert à rien. C'est juste que il n'y a pas la connaissance, donc il y a un sujet de formation dessus, et c'est un bon moyen de former. Et ensuite, le niveau le plus avancé à date qu'on connaisse, c'est ceux qui utilisent les agents IA. Doctolib en a un bon exemple, et d'autres également. L'idée, pour un exemple très concret, le service RH. Dans un service RH classique, tu as le bureau des pleurs, c'est-à-dire tu as toujours et ça veut dire quoi sur ma fiche de paye, et ça veut dire quoi, il me reste combien de jours de congé, etc. Aujourd'hui, toute cette FAQ bureau des pleurs, elle est remplacée par un chatbot, un agent IA
qui va piocher les infos dans toute la donnée qu'il y a dans l'entreprise et qui est capable de répondre aux collaborateurs. Donc ça, c'est un des exemples. Il y en a des centaines de cas d'usage possibles de collaboration partout dans l'entreprise. Mais c'est l'idée d'avoir des collaborateurs en fait, qui remplacent les tâches très répétitives qui peuvent se faire juste en allant chercher de la donnée qu'on a en interne. Et donc ça, aujourd'hui, c'est en train de se mettre en place au niveau de ce système d'agents IA. Il y a des acteurs français qui sont déjà très en avance dessus, comme Dust, par exemple, qui est un très bon exemple de boîtes françaises qui proposent des solutions comme ça. Et l'idée, c'est un peu de venir remplacer tous les métiers qui ont été créés ces dernières années pour faire le pont entre les équipes, les métiers qu'on voit de DevOps qui était là pour faire le pont entre ceux qui font de l'infrastructure, du développement, entre le Product Ops qui fait le pont entre le produit, les sales, etc. Tous ces métiers qui sont là pour faire des ponts. Aujourd'hui, par contre, c'est des métiers qui peuvent, dans les années à venir, être amenés à être remplacés par ce côté, en fait, le côté de faire des ponts, c'était de dire, moi, je traduis la langue de l'un pour aller l'expliquer à l'autre, faire avancer les choses. Aujourd'hui, avec ces agents IA, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui est en train de se remplacer. Et les métiers qui arrivent, par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comment tu orchestres tous ces agents, parce que c'est un travail qui est quand même au préalable, qui demande beaucoup de rigueur, de qualité de la donnée, de classifier la donnée et de mettre en place les automatisations et d'orchestrer pour que tout fonctionne. Donc ça, c'est des métiers de DataOps pour le coup, un nouveau métier qui est là pour piloter un peu toute cette organisation. Voilà. Il y a des sujets alors, un sujet de transformation, ça c'est certain, parce qu'effectivement il y a des postes qui vont se créer. Oui. Il y a surtout un sujet d'accompagnement au changement aussi, et c'est aussi une part importante effectivement de ces sujets liés à l'IA, c'est que les équipes et notamment les managers de proximité comme intermédiaires doivent aussi être embarqués et doivent adhérer justement à ces évolutions, on va dire, liées notamment à l'intelligence artificielle. Et ça, c'est un sujet clé, quoi. Le gros avantage, excuse-moi, je te coupe juste par rapport à ça. Le gros avantage, c'est que le vrai enjeu, c'est que tu arrives à les embarquer sur l'intérêt de la chose. Le gros avantage, c'est se former. Enfin, je veux pas casser des business, mais la formation sur l'intelligence artificielle, tu peux relativement la faire toi-même avec l'intelligence artificielle finalement, qui te donne tellement de contenu que tu es capable de te former de cette manière. Donc, c'est un gros atout, je trouve, pour l'adoption de l'IA dans l'entreprise. Ouais, complètement. On va en parler justement de la formation par la suite. Peut-être avant ça, effectivement, on a parlé des trois grandes priorités, enfin des trois grandes opportunités justement que les salariés de la tech identifient. Et justement, ça va rejoindre une question. J'ai vu que dans le chat, Aïcha a posé une question sur la partie télétravail. Effectivement, ça rejoint cette partie flexibilité, agilité, donc télétravail. Aïcha parlait aussi de est-ce qu'on a des notions de confiance dans l'enquête GetPestWork. C'est le cas, parce qu'effectivement, notre questionnaire s'appelle le Trust Index, donc l'indice de confiance. Et le but, c'est de mesurer justement le niveau de confiance et la culture de confiance qui existe au sein de l'organisation. Et pour être rapide, on va venir évaluer le niveau de confiance entre le collaborateur et l'équipe managériale, le niveau de confiance entre le collaborateur et son entreprise, et le niveau de confiance entre le collaborateur et ses pairs, donc ses collègues. Donc effectivement, c'est vraiment au centre de notre questionnaire, de notre enquête. Donc pour revenir justement sur cette notion de flexibilité, les trois grandes opportunités que les salariés de la tech ont mises en avant, dans un premier temps, c'est justement la semaine de 4 jours. Semaine de 4 jours, 37% des salariés de la tech l'ont identifié comme une opportunité. En second temps vient la flexibilité du lieu de travail, et ensuite encore une notion de flexibilité, celle du temps de travail. Un quart des salariés de la tech parlent aussi d'intelligence artificielle, on le voit en bas à gauche, mais on en a déjà parlé. Donc peut-être là-dessus, Clara, toi, ton côté, chez Kraken, comment justement vous êtes organisé sur cette notion de flexibilité? C'est pas si simple, on va dire, mais justement, j'aimerais bien avoir ton retour là-dessus. Oui, moi je dirais qu'on est assez axé sur la flexibilité. Parce que c'est être à l'écoute des besoins des salariés. Donc, par exemple, nous n'avons pas d'horaire imposé. C'est plutôt libre. Chacun choisit un peu ses horaires de travail. Alors, évidemment, quand on travaille avec des personnes qui sont à l'autre coin du monde, il y a une question de time zone à gérer. Et puis, la plupart des réunions ont tendance à être dans des horaires des bureaux classiques, mais disons qu'on a quand même une liberté. On n'a pas besoin d'être là à une heure particulière. Enfin, voilà, le temps de travail n'est pas contrôlé parce que aussi, il y a un accent qui est mis sur les résultats et ce que nous faisons avec ce temps-là. Je trouve qu'on a
beaucoup de flexibilité pour la partie remote, qui est quelque chose qui est très important pour les salariés et question qui revient souvent aussi dans les entretiens de recrutement. Nous, on a deux types de salariés, on va dire, quand ça vient au remote. On a des personnes en France qui ne sont pas à Paris et qui sont du coup en 100% remote, qui ponctuellement vont se déplacer dans un bureau quand il y a une réunion d'équipe particulière, mais qui la plupart du temps travaillent en 100% remote depuis chez eux. Et ça, c'est totalement OK et à partir du moment où les responsabilités et le poste de travail le permettent. Et ensuite, pour les personnes qui sont en région parisienne, on a plutôt une formule de travail hybride, mais assez libre. Donc, il n'y a pas un nombre de jours imposés à venir dans les bureaux. Il n'y a pas la présence au bureau n'est pas contrôlée et c'est plutôt encouragé. Et on a mis l'accent sur le fait de donner envie aux gens de venir au bureau parce que finalement, il s'agit de venir au bureau pour passer des bons moments ensemble, pour construire la culture de l'entreprise. Il faut valeur en fait chacun d'entre nous. Et donc, on a plutôt mis l'accent sur ça et sur le fait de créer un espace de travail et une culture où les salariés se sentent bien. Donc, ça passe par plein de choses, mais j'aurais envie de surligner l'importance des moments de convivialité. Certains moments de convivialité sont un peu plus organisés par la société, d'autres, ils sont plus à initiative des employés et la société va les permettre, l'encourager, faciliter d'une certaine manière. Mais par exemple, parmi les initiatives que nous avons, on a des cours de yoga, par exemple, une fois par semaine gratuit dans l'entreprise. On a certains clubs qui se sont créés autour des intérêts en commun. Donc, on a, pour donner quelques exemples, un club jeux vidéo ou un club créa ou un club cinéma. Et donc, ils vont organiser des activités après la journée de travail et de manière totalement spontanée, donc pas des périodicités, ça dépend de l'initiative individuelle de chacun. Mais par exemple, qui vont organiser un atelier créatif un mercredi en fin de journée ou alors qui vont organiser pour regarder un film un jeudi en fin de journée. Voilà. Et donc, ça permet de créer des moments de convivialité autour du travail et je pense que ça contribue aussi à la culture d'entreprise. Et après, je trouve que au-delà de la flexibilité, c'est important aussi d'avoir des bureaux où on se sent bien. Enfin, voilà, je le redis. Nous, on a mis en place des bureaux qui montent, qui descendent, des écrans qui sont assez grands, assez confortables. On a beaucoup d'espace. C'est un open space assez grand. Chacun choisit sa place. Donc, l'idée, c'est vraiment de faciliter que chacun puisse trouver son confort et son espace. Et moi, par exemple, je suis mieux au bureau que chez moi. Donc, du coup, je viens au bureau très souvent parce que je vois la valeur de venir au bureau. Et du coup, voilà, je pense que cet équilibre entre avoir de la flexibilité, être à l'écoute de ce qui est important pour les employés et favoriser des moments de convivialité. Pour nous, en tout cas, ça a eu beaucoup d'impact sur la culture d'entreprise et sur l'engagement des salariés, in fine, avec l'entreprise. Donc effectivement, selon toi, le but, c'est vraiment pas forcément de mettre un cadre, on va dire, strict autour justement de cette notion de flexibilité au travail. C'est vraiment, en fait, tout simplement de rendre les espaces de travail agréables pour que les collaborateurs, en fait, viennent de leur propre chef, en fait, au travail. Et donc effectivement, c'est un très bon point et ça rejoint aussi cette notion de convivialité en entreprise. Je vais passer du coup à la suite sur cette partie formation, parce qu'effectivement, on a parlé tout à l'heure de l'IA. Il y a effectivement 73% des salariés de la tech qui estiment avoir besoin de monter en compétences au cours des 5 prochaines années. Alors ça aussi, c'est le deuxième élément qui m'a un peu surpris. C'est 3 quarts des coûts de salariés de la tech, quasiment.
Est-ce que là-dessus, donc ça rejoint, j'imagine que ça rejoint pas mal ce qu'on a pu dire, donc notamment Clément, hein, lié à cette partie innovation, enfin évolution plutôt des outils. Est-ce que Clément, rapidement, parce qu'effectivement je vois le temps qui file, est-ce que tu auras 2 outils peut-être, ou 3, ou 2 bonnes pratiques que tu pourrais nous partager pour justement aider? J'essaye d'être bref. Juste rebondir sur le commentaire de Marie qui disait les DevOps continuent, ils vont faire la transmission entre les agents IA. Je suis totalement d'accord sur ce commentaire. Quand je dis disparaître, c'est juste que ce qu'on attendait de ce métier va évoluer et ne sera plus le même métier comme on l'entendait avant. Et pour du coup répondre à la question sur la formation, pour essayer d'être bref, il y a un sujet, aujourd'hui on le voit, la formation, elle passe souvent sur des tout petits budgets ou elle passe souvent en fin de. C'est rarement, malheureusement, une prio pour les entreprises. Ça gêne moins de mettre énormément d'argent sur des outils qui rapportent des leads commerciaux, moins de mettre de l'argent sur un cabinet de recrutement qui va t'apporter des profils. Et derrière, on met moins d'argent sur la formation, ce qui est un problème. Et ce qui est intéressant sur, je pense, le mindset, enfin, l'état d'esprit à avoir sur à quoi on où est-ce qu'on alloue en fait le budget de formation. J'ai peut-être été un peu cru, je m'en excuse, mais globalement, l'idée c'est pas forcément d'aller former ceux qui sont pas bons dans l'entreprise, c'est plutôt de se dire tes top players que tu as aujourd'hui, tes top collaborateurs d'aujourd'hui qui ont des super compétences aujourd'hui, comment tu fais pour les garder chez toi et pour que quand il y a dans 3 ans leurs compétences, parce que les compétences dans la tech évoluent à une vitesse grand V, donc ça demande de toujours se former pour que dans 3 ans, il reste encore chez toi et que ses compétences ne soient pas obsolètes, c'est de le former. Et donc, le gros enjeu, il se situe surtout là-dessus, c'est un vrai levier de rétention de tes top performers qui le sont aujourd'hui et comment tu les laisses pas mourir et devenir des personnes, en fait, moins bonnes pour l'entreprise dans 3 ans. Donc, pour moi, l'enjeu se situe là et après, je vais valoriser 2 membres en termes de solutions, 2 membres de l'association que sont Headflex et 365 Talents, qui sont Headflex, c'est une plateforme qui agrège une quantité astronomique de formations, et donc qui une plateforme, une bibliothèque de formation incroyable, et 365 Talents qui est là pour justement mapper les compétences et faire grandir les collaborateurs en fonction de leurs compétences. Voilà. Je crois que par rapport à ces notions justement d'évolution et de tâches obsolètes, enfin des missions, alors je vais partager un temps de partage il y a quelques temps et cette statistique elle me reste en tête, je crois que maintenant c'est tous les 18 mois que effectivement les compétences doivent être renouvelées, compétences techniques, tous les 18 mois, et dans le secteur de la tech j'imagine que c'est encore plus. Donc effectivement ça atteste du fait que ça passe très vite, ça va très vite et il faut continuellement en fait se former. Merci Clément pour cette réponse et merci Clara également. On va du coup finir par une dernière thématique. On va essayer de se laisser 5-10 minutes avant la fin du webinaire pour répondre aux questions s'il y a des questions. La dernière thématique, c'est lié justement à cette quête de sens. En fait, on sent qu'effectivement, le sens au travail, c'est vraiment aussi un enjeu clé pour les salariés de la tech, notamment via une donnée clé qu'on souhaitait partager. 88% des salariés de la tech pensent que les organisations ont un rôle à jouer pour rendre la société meilleure. Déjà, effectivement, c'est un point important et effectivement, ça a été souligné au travers de l'enquête. Deuxième élément qui nous semble intéressant, c'est justement, on a posé la question aux collaborateurs, est-ce que leur activité professionnelle a un sens particulier pour eux ? Et ben, à 63%, les salariés de la tech ont répondu oui, les salariés français à 53%. Par contre, les Great Place to Work in Tech sont en dessous. Je vous parlais tout à l'heure de certaines questions, vraiment quelques-unes sur les 60. Mais effectivement, cette question-là aussi est en retrait par rapport aux lauréats français de tout secteur d'activité confondu. Est-ce que justement, on parlait tout à l'heure d'agilité au travail, de flexibilité, est-ce que justement, c'est pas ça le challenge, c'est de justement allier cette notion de flexibilité, d'agilité, avec aussi ce sens du collectif, comment on fait justement pour créer une sorte de cohésion et d'avoir des valeurs communes et une raison d'être, on va dire. Est-ce que Clément et Clara, vous avez peut-être quelques éléments à nous partager avant de finir avec la partie RSE ? Oui, moi je trouve que la question du sens au travail, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que
je pense que c'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles les salariés que nous avons aujourd'hui chez Kraken sont venus nous rejoindre. Nous, on développe un logiciel dans le secteur de l'énergie pour favoriser une gestion de l'énergie différente, favoriser les énergies renouvelables. In fine, l'idée, c'est d'avoir un impact positif sur l'environnement, réduire les émissions des CO2. Et du coup, c'est une mission qui est très porteuse, ou en tout cas qui motive beaucoup les personnes qui nous envoient une candidature chez Kraken, parce que ils veulent avoir un alignement entre la mission à laquelle ils vont dédier 38, 40 heures par semaine, toutes les semaines, c'est beaucoup de temps. Donc, ils recherchent un alignement entre cette mission dans laquelle on va beaucoup s'investir au quotidien et leurs valeurs fondamentales. Et je le comprends parce que c'est la même chose pour moi. Et c'est pour cette raison-là que j'ai rejoint aussi Kraken. Je me souciais beaucoup des problèmes environnementaux et à un moment donné, je me suis dit... Je veux que mon temps de travail soit dédié à avoir un impact positif sur l'environnement, ou en tout cas être aligné avec mes valeurs, c'était très important, et je trouvais que l'environnement, c'était une mission fondamentale aujourd'hui. Et donc, je trouve que c'est un facteur déjà d'attraction, en tout cas pour nous, fondamental. On le voit au quotidien dans les types de candidatures qu'on reçoit, les motivations que les candidats expriment, mais aussi un facteur de rétention, parce que du coup, le sens, à partir du moment où on est aligné en termes de valeurs, à partir du moment où la mission, elle reste sincère, on reste fidèle à notre mission, et les valeurs des salariés restent très stables aussi, et du coup, c'est une collaboration de long terme qui est plus ou moins garantie, parce qu'on est aligné sur des valeurs qui sont fondamentales, et sur le type d'impact qu'on a envie d'avoir dans la société ou dans le monde. Donc, je trouve, pour moi, ça ne me surprend pas que le sens au travail soit une question fondamentale dans la fidélisation des salariés. Clément, est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose? Pas grand-chose à redire là-dessus. Après, la question, c'est aussi pour toutes les... Là, effectivement, Kraken a une mission qui est hyper attractive et hyper intéressante, et donc on voit facilement le sens au travail. C'est une évidence. Après, je me demande, pour une entreprise qui a un produit qui résout quelque chose de peut-être moins sexy, dans l'industrie, même si j'ai rien contre l'industrie, ça peut par exemple être moins sexy. Comment tu fais pour donner du sens au travail? C'est un gros sujet. Donc, je pense que tu as tout dit, dans le sens le plus important, c'est d'avoir une mission claire et des ambitions associées. Et derrière, j'ai des exemples concrets de boîtes comme Partoo. L'entreprise s'appelle Partoo, Partoo. Comment ils font pour aligner tout le monde? Eux, ils ont une flexibilité de l'emploi, et donc au travail, et donc du coup, comment tu fais pour des personnes un peu partout qui sont à Paris, à Bordeaux, en télétravail ou autre, comment tu fais pour les garder alignés? Eux, dans chaque équipe, ils ont une North Star métrique, donc un objectif à atteindre pour chaque équipe, qui est aligné avec la mission d'entreprise. Donc, que tu sois au produit, au RH, au recrutement, à la tech, marketing, etc. Tu as un objectif qui est différent, mais qui va dans la direction de la mission de l'entreprise. Et ça permet en fait à chacun de ne pas se dire, en fait, moi, je sers à quoi dans la boîte, quel est mon sens au travail, c'est gentil, et de partir dans des mauvaises directions. Le gros avantage, c'est que tu sais vers quoi tu dois aller, et c'est souvent ce qui manque, où il y a des gros OKR, donc des gros objectifs globaux de l'entreprise. Et donc, tu dis, voilà, c'est ça les 3 objectifs de l'entreprise cette année. Mais maintenant, toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu dois suivre pour avoir un impact là-dessus? Je pense que ça, c'est assez intéressant et assez pertinent de le mettre en place. Et pour Partoo, c'est quelque chose qui a vraiment eu de l'impact positif. Merci beaucoup en tout cas pour vos témoignages et vos bonnes pratiques. Pour finir justement sur ce sujet lié à la partie sens au travail, on ne pouvait pas parler de sens au travail sans parler de RSE, qui est un sujet central. Justement, 69% des salariés de la tech se sentent concernés par les sujets de la RSE. Chose qui est étonnante quand on regarde justement la dernière thématique qu'on voulait aborder, c'est que la moitié des salariés de la tech, en tout cas, estiment, c'est leur perception, que à 47%, que l'engagement RSE de leur organisation est faible ou inexistant. C'est 8 points de plus par rapport à l'année dernière.
Donc effectivement, ça va pas forcément dans le bon sens, hein, comme vous l'aurez compris. Et justement, sur ces sujets-là, toi, Clara, peut-être pour terminer, avant de passer aux questions, est-ce que justement tu pourrais nous parler, est-ce que tu parlais de sincérité justement liée au sujet de RSE, est-ce que toi, tu pourrais donner voilà une bonne pratique par rapport à Kraken, comment justement vous faites adhérer, on va dire, ou en tout cas comment les collaborateurs adhèrent à ces sujets de la RSE au sein de votre organisation? Oui, bah, comme tu disais, je trouve que pour moi, le plus important, c'est de percevoir une sincérité dans les valeurs plutôt que d'avoir une mission ou des politiques, je sais pas, strictes ou qui ne seraient pas cohérentes avec les valeurs par ailleurs dans la société. Pour moi, la notion de cohérence est celle qui est fondamentale et qui permet de vraiment engager les salariés. Et nous, chez Kraken, on a des valeurs environnementales très fortes. Et donc, par exemple, quelque chose qui a été mis en place, c'est le remboursement de la mobilité durable. Donc, il y a un montant jugé comme attractif qui est versé aux personnes qui viennent en vélo, électrique ou pas, mensuellement. Pour rembourser les coûts des déplacements, et c'est une manière d'être cohérent avec nos valeurs et aussi d'inciter, favoriser les gens à utiliser des moyens de mobilité durables. Je trouve que la flexibilité au travail dont on a parlé tout à l'heure, c'est aussi important. Le fait d'avoir de la flexibilité pour être en remote quand on en a besoin, c'est important aussi. Mais si tu me demandais de choisir une politique ou une action claire, j'aurais parlé de la mobilité durable, mais je pense que le plus important, c'est la cohérence. C'est-à-dire de ne pas mettre en place des actions phares si elles ne sont pas cohérentes avec d'autres actions que la société porte par ailleurs ou avec les valeurs de la société. Voilà. Pour moi, la notion de cohérence, c'est celle qui est fondamentale. Mmh. D'ailleurs, par rapport à ça, chez Capestor, on a aussi mis en avant une enquête qui s'appelle UMACAP, qui permet justement de mesurer la sincérité justement de la stratégie RSE de l'organisation pour pouvoir justement rendre acteurs et promoteurs les collaborateurs, parce que le but, comme tu disais, c'est effectivement aussi que les collaborateurs s'emparent du sujet en fait. Effectivement, peut-être pour conclure justement ce webinaire, déjà merci Clément et merci et Clara pour pour tous nos échanges. Est-ce que peut-être effectivement on aurait quelques questions? Est-ce que effectivement il y a des personnes qui auraient des questions dans le chat à nous poser avant justement de conclure ce webinaire justement lié au Great Place to Work Tech 2025? Je regarde en même temps dans le chat si jamais j'ai passé des questions, mais il me semble pas. Non, mais écoute, c'est parfait. Merci Clément et Clara. Merci beaucoup pour votre temps et merci en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. N'hésitez pas du coup à accéder à la plaquette qu'on a diffusée justement sur nos réseaux sociaux il y a une semaine avec justement les bonnes pratiques. Je vois qu'il y a une question qui vient d'apparaître. Qu'est-ce que vous pensez de la réservation de places en crèche en tant que pro? Ça, c'est un gros sujet. Peut-être que Clara, tu peux en parler. Juste, je me permets d'intervenir là-dessus, en tant que parent en plus, et de l'avoir vécu. Je trouve que c'est un excellent levier d'attractivité et de rétention quand tu recherches à recruter des profils plus confirmés seniors. J'ai des exemples d'entreprises que j'ai en tête. Batch, qui est une très belle scale-up française, qui, eux, avaient en volonté de recruter des profils très seniors, une petite équipe mais très senior avec un fort impact. Et donc, eux, leur force, c'est d'avoir mis en place, côté RH, une politique de parentalité hyper attractive. Et donc, c'était un très bon levier de marque employeur et de rétention. Je suis entièrement d'accord et c'est exactement ce qu'on a fait chez Kraken. Nous, on a une aide pour la crèche pour les parents, de manière à ce que dans des villes comme Paris, où justement trouver une crèche peut être très 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 difficile, que rendre ces tâches plus faciles et plus que ça ne soit pas un souci pour nos salariés. Et aussi, on a un congé deuxième parent qui est étendu par rapport au minimum légal. Donc, et on l'a fait pour les mêmes raisons que tu évoques, c'est que
déjà d'une part, c'était une problématique chez les salariés qui étaient chez Kraken, mais c'est aussi quelque chose qui nous a permis d'attirer plus des talents parce que quand on cherche des personnes avec 8 ou 10 ans d'expérience, et bah, c'est des problématiques concrètes qu'ils rencontrent et pour lesquelles, bah, si en tant que société, on peut apporter des solutions, c'est en général très apprécié par les salariés. Et donc, voilà, le fait d'aider avec le coût de la crèche et surtout le fait de trouver une place en crèche, donc avec le remboursement d'une partie du coût des crèches privées, ça c'est quelque chose qu'on a mis en place. Et le fait d'étendre le congé deuxième parent, qu'il soit un peu plus long pour voilà, ça aussi on l'a mis en place. Et on a une reprise du travail pour premier ou deuxième parent qui est douce avec un temps aménagé au début. Donc voilà, des sujets qui ont été très importants pour nous aussi. Alors, on a une question là-dessus, c'est justement, est-ce que du coup, c'est une personne qui parle du fait que ça ne rend service qu'à un petit pourcentage des salariés. Que pensez-vous que je pourrais répondre à cela? Est-ce que vous avez une petite... Je dois dire que pendant la présentation auparavant, je n'avais pas évoqué forcément ces exemples-là, justement parce que c'est une partie Et donc, j'ai choisi des exemples un peu plus généraux. Mais ça fait partie de la cohérence de nos valeurs, de la flexibilité et d'être à l'écoute des besoins de nos salariés. Donc, à partir du moment où on a c'est les mêmes droits pour tout le monde, c'est les mêmes principes pour tout le monde. Et à partir du moment où on a une partie significative de nos employés qui évoquent ce type de besoins, bah, je trouve que c'est important de les écouter et d'apporter des solutions. Oui, c'est ça, effectivement. Après, effectivement, faut prioriser en fonction des remontées terrain. Et parfois, bah, effectivement, il faut savoir aussi mettre en place certaines actions pour certaines populations. Et après, bon, c'est peut-être que l'autre partie, l'autre pourcentage se retrouvera sur d'autres éléments, peut-être liés à la convivialité un peu plus, je ne sais pas. Hein, mais effectivement, merci pour ta réponse, Clara. Bon, en tout cas, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup, Clara et Clément, encore une fois. Et bravo encore, Clara, pour votre place, du coup, dans la liste des Capestore Tech. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas justement à télécharger la plaquette, comme je vous le disais, avec les bonnes pratiques. Vous aurez plein d'autres éléments. Effectivement, vous ne pouvez pas tout évoquer parce que l'enquête est très conséquente. Et le but, c'est de vous donner, voilà, de vous outiller avec différentes bonnes pratiques de toutes ces organisations qui font partie de cette liste. Bonne journée à vous et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci.